où es-tu, Paul? Tu reviens de l'étranger? Non. Tu es au château de Brang, le château familial. Et moi, bien sûr, la famille, je n'en fais pas partie. Que fais-tu, petit Paul? Tu commentes les écritures? Tu es malade? Tu n'as plus de sang? Combien de fois es-tu venu me voir, petit Paul? 1913. 1915. Été 1917. Été 1918. 1920. 1922. 1923. 1925. 1928. 1930. 1932. 1933. 1935. Et après? Ça fait 13 années, dans les 20 ans que j'ai passé ici. Et puis ces grands départs, ces séparations qui font de vous un autre. 1925. Et après, dans les 20 années, les 22 années, tu es venu 4 fois? Oui, 4 fois, toujours l'été. Ça fait 16 années de séparation. Et si on ajoute les autres, ça fait 29 ans. 29 ans, petit Paul. Sans se voir, sans se parler, sans rien que les colis de maman et les lettres. Ta lettre. Ta dernière lettre. Elle date de... C'est effacé. C'est disparu. Très chère maman, ne va pas t'imaginer m'envoyer de l'argent pour acheter du feu ou quelque autre chose. Mon argent, il arrive directement au bureau et moi, il me fait souffrir le martyre. La maison de fous, c'est une maison exprès pour faire souffrir les gens. Surtout quand on ne voit personne. On m'a fait passer par la fenêtre. C'est un enlèvement. Cela remonte à 300 ans. Ou avant le déluge. Ça fait plusieurs fois que je vous demande de voir une personne de ma famille. J'ai écrit plusieurs fois à ma mère sans obtenir de réponse. J'ignore mon adresse. Si vous la connaissez, vous me la donneriez? J'aimerais mieux avoir une chambre de bonne que de continuer à rester ici. Au moins, remets-moi dans la 2e classe, car alors je pouvais manger. De la 1re classe, je ne mangerai rien du tout. Je ne toucherai pas à leurs horribles graillons qui me rendent malade. Je me suis fait donner 4 pommes de terre en robe de champ. 2 le midi, 2 le soir. C'est de cela que je vais vivre. Cela vaut-il la peine de payer 20 sous par jour? Hein? C'est le cas de le dire. Faut que vous soyez devenu fou. Dans ton prochain colis, ne mets pas de chocolat, il m'en reste encore. Mais 1 kilo de beurre, 1 kilo de farine, 1 kilo de sucre, 1 kilo de café du Brésil, un demi-litre de thé, toujours le même, un petit paquet de sel, un morceau de savon, 2 bouteilles de vin blanc. Ah, si tu pouvais mettre un petit bocal de cerise à l'eau de vie. Mais si c'est trop cher, c'est pas grave. Quelques mandarines. Ça suffira. Je vous embrasse.
celui qui porte les grandes chaussures de la vie. Il avait un cœur encore plus grand. Il avait un cœur tellement grand qu'on pouvait mettre ses pieds dedans. Et les gens ne se gênaient pas, hein. Ils enfilaient son cœur et ils marchaient dessus. Et lui, comme il n'y voyait pas plus loin que le bout de son nez, il a mis ses chaussures à ses mains pour mieux tâter la vie, et son cœur à ses pieds, et il s'est mis à courir droit devant lui. Et là où il marchait, son cœur s'écrasait. Et quand il ouvrait les bras, il perdait ses chaussures. Écoute, le vent hurle. Le vieux clocher. Le mât d'un bateau qui prend le large. Forêts éparses. Gros labour et prés à vaches. Ciel bas. La vallée de l'Ourcq, la trouée vers Paris, vers la mer, vers le monde, vers l'avenir. L'odeur de la mousse et des orages. Les cimes des arbres paraissent couvertes d'une écume d'argent. La forêt en dessous de nous, immense éponge verte. Le lac sinistre, les eaux sans transparence. Oh, le soleil a failli s'y noyer. Le ciel a disparu sous le fait épais des arbres géants. Le ciel immense, comme le ciel au-dessus de la mer. Le brouillard entouré d'un iris. Le mouvement immense de la nuée sous nos pieds. Le vieil arbre qui perd un à un ses cheveux. Et la terre, la bonne terre glaise, ma terre chérie. La grotte du Gênes, grimpe à pic, dans la terre et les racines. Racines entremêlées, nains gris, mes gnomes. Les rochers cassés aux formes monstrueuses, ils hurlent, pleurent, crient. Là, les trois bavardes, nouées, tordues, bosselées. Elles parlent sans limite. Paysage ravagé, paysage de cauchemar, d'apocalypse. Là, la pierre fendue, enroulée. Les deux amants, ils se séparent, ils se retrouvent. Notre refuge. Le voilà ton géant, colossal, blanc. Il domine le peuple d'ombre. Il s'est drapé de sa houppe lente. Dressé entre les siècles passés et les siècles à venir, il me défie. Pierre éternelle, indéchiffrable. D'où vient ta beauté? Dis-moi ton secret. Le chêne de Villeneuve n'existe plus. Papa, une espèce de montagnard, nerveux, coléreux, emporté, fantasque, ironique, amer, insociable, féroce. Maman, noire, dure, sévère, corsetée, des yeux immenses, une douleur secrète. Comme ça? Non, elle nous embrassait jamais. Rebelle. Attends. Une horde de rebelles contre moi dans ma propre maison. Voilà ce que j'élève. Vous devriez avoir honte. On était les Claudel. Honte de vos mains sales, honte de vos idées extravagantes, de votre rébellion, de tout ce que vous faites subir à votre famille. Arrête de bouger. Ah, mais laisse-moi. Mais non, je vais faire. Laisse-moi. Laisse-moi. Je vais rien faire avec toi, c'est pas possible. On était les Claudel, avec la conscience tranquille et indiscutable d'une espèce de supériorité mystique. Qu'elle fasse trembler les familles chez lesquelles entre cet affreux malheur, le pire qu'elle puisse appréhender, qui est une vocation artistique. Regarde, il pleut. Regarde là, regarde l'océan, regarde le seuil des eaux, les premières gouttes de la pluie des tropiques, pareilles à du rhum tiède. Il pleut sur les champs de colza. Il pleut sur les tilleuls. Il pleut sur le vieux clocher. Vite, il va se mettre à pleuvoir et ça ne va pas s'arrêter. La pluie est rude et violente, comme nous, petit Paul. La mer effrénée, laborieuse, et tout au long de la côte au loin, les vagues qui tonnent dans les fentes de la pierre, l'intarissable ruissellement de la pluie. Bouge pas. Bouge pas. Je vais faire. Oui, je vais faire un buste de toi. Chaque année. Viens. Je vais faire un buste de toi. Redresse la tête. Pose la main. Laisse tomber la jambe. Derrière moi, la plaine, comme jadis en Chine, quand je montais l'été vers Koliang. Ce pays aplati par la distance, et cette carte où l'on ne distingue rien tant que l'on marche dedans. Tout le chemin qu'il a fallu parcourir, avec tant de sueur et d'efforts, de ce point jusqu'à un autre point, tant de kilomètres et d'années, on couvrirait maintenant la mer.
approcher le plâtre, dégrossir la tête, la préparer. Il faut de l'argile. Je n'ai jamais assez d'argile pour faire ton buste. Tiens, prends ça avec les pierres là-bas. C'est trop lourd? T'y arrives pas? Bon, on reviendra demain avec le cheval. Dès notre arrivée à Tokyo, accueillis par ces frissons de la terre, ces grands monstres aux pieds, ces conflagrations incessantes, nous avions compris de quel cyclope, à demi endormi sous les fleurs et les feuillages, nous étions les hôtes. Tout bougeait. C'est une chose d'une horreur sans nom que de voir tout autour de soi la grande terre bouger, comme emplie tout à coup d'une vie monstrueuse et autonome. Tu m'aides pas, Paul. Tu seras avec moi. Toi et moi, on est pareil. Toi et moi, on sera toujours ensemble. La mère, elle peut bien crier, on s'en fiche. L'appel de l'Afrique. La terre ne serait pas ce qu'elle est si elle n'avait ce capot de feu sur le dos, ce cancer rongeur, ce rayon qui lui dévore le foie, ce trépied attisé par le souffle des océans, cet antre fumant, ce fourneau où vient se dégraisser l'ordure de toutes les respirations animales. Mets tes mains dans la terre, Paul. Regarde, elle est douce, elle est molle. Tu la bats, tu l'apprivoises. Elle est toute docile à présent. Paul, viens, Paul, où es-tu? Animé par le souffle alizé, notre navire Le chemin de la forêt sur l'azur élastique, où il Le a chemin des Taillis. sa lourdeur. Je suis captive. Oh bon, Paul, c'est pas drôle, hein. Pendu à l'intersection du ciel. Je te raconterai plus d'histoire. Tout en dessous de moi, la grande terre. Allez, sombre, viens, se Paul, développer viens. comme une carte. Le monde. On va regarder les énorme étoiles. et humble. Paul, j'ai froid. J'ai si froid. Monsieur Dubois en personne, le directeur du musée des Beaux-Arts. J'ai failli l'étrangler. Folle, ma cacha diabolo. Non mais tu sais ce qu'il m'a dit? Hein? Vous avez été à l'école avec ce monsieur Rodin? Je sais pas qui c'est, hein, mais je le déteste déjà. Puis alors l'autre, avec sa condescendance. Oui, vous avez du talent, incontestablement. J'ai vu votre David et Goliath. Mais beaucoup ont de l'idée par le début. Il faut persévérer. Quant à voir ce que nous pouvons faire pour vous, oh non, non, je ne voudrais pas semer la révolution dans notre atelier. Restez là dans votre atelier de jeune fille. C'est très bien. Il a gardé mon David et Goliath pour le montrer. Monsieur Boucher m'a proposé d'aller voir cette Madame Adam. Tu sais, pour rencontrer Rodin. Oh, d'un intérêt. Un vieillard de 42 ans. Sa vie a été très dure, mais à présent, elle est très bien placée. Le ministre des Beaux-Arts l'a même recommandé à Gambetta pour la sculpture de la porte monumentale du musée des arts décoratifs, les portes de l'enfer. Et cette Madame Adam, Edmond Adam, c'est ça? Elle a créé la nouvelle revue. J'ai compris. On ira la voir, ta Madame Adam. Ça peut être intéressant. Oh, puis pour le gnome. Gnome? Bah, Rodin, il paraît qu'il a une barbe rousse, il doit être hideux. Il
Il a été très attaqué. Sa première grande sculpture, l'Âge des reins, très controversée. On a même supposé qu'il l'avait surnommée. Il y a consacré 1 an et demi de travail, toutes ses économies. Il en pleurait. Quel soupçon horrible. La pire des accusations. Monsieur Dubois et ton ami Boucher l'ont beaucoup défendu. Elle devait être bien belle, sa statue, pour que le public et le jury pensent qu'il l'avait sculptée directement sur le modèle. Paul, oh, regarde, je suis dans le journal. Ma Cloto, ma vieille femme, là, regarde. Salon de mai 1882. Buste de vieille femme, buste en plâtre de mademoiselle Camille Claudel, œuvre sérieuse, réfléchie. Et tu as du génie? Ouais, et j'ai pas 42 ans, moi. Tu connais la nouvelle? Monsieur Boucher est parti en Italie. Et qui le remplace? C'est Rodin. Tu t'avais vu les Anglaises, elles n'en pouvaient plus. Oh, he's charming, very delicate. And he's got blue eyes. Yes, but he's myope, he can't see anything. And he's got marvelous hands. Il ressemble à Vulcain. Oh, Vulcain, là, Vulcain, Cam. Tu devrais sortir plus souvent. Le Moïse de Michel-Ange. La barbe torsadée. La tête puissante. Le buste épais. Il est entré dans l'atelier, il n'a salué personne. Il est allé directement vers ton buste et tu sais ce qu'il a dit? J'ai été très étonnée par la qualité de votre plâtre. Le profil est net, je le répète assez souvent. Ne modelez que les profils, cela seul compte. Le visage humain n'est pas symétrique. Comment tu le sais? Tout le monde en parle. Les jeunes Anglaises qui le connaissaient déjà et qu'il n'a pas salué en ont fait des gorges chaudes. Oui, il est gauche, maladroit. Mais quand il parle sculpture, il grandit, il rayonne. Il a aimé le modelé des oreilles, la coquille des oreilles, les paupières fendues. Ses mains, à lui, elles montrent, elles reprennent la terre mouillée, elles caressent. C'est la vie qu'il manie. Il la voit partout, il la restitue, avec force, avec passion. La force, c'est toi. La passion, c'est toi. Oh bah, il a critiqué mon David et Goliath. Trop de contraste, trop noueux. Il faut de la blondeur, de la douceur. Les contrastes, je t'en donnerai de la blondeur. Tu n'es plus à l'atelier. Il m'a apporté ceci. Venez quand vous voulez à mon atelier. Atelier J, rue de l'Université ou H, rue du dépôt des marbres. J'aime aussi beaucoup les contrastes. Il n'a pas mis de S à contraste. Il m'a apporté un bronze. Et alors? C'était moi. C'était elle, la petite morte derrière les rosiers. Des fleurs magiques bourdonnaient. C'était moi, tout entière, comme pétrie d'algues vertes, comme sortie de l'eau. Les cheveux collés, une sorte d'androgyne lointain. Je me souviens, il m'a fait asseoir dans l'atelier, il a dessiné mon profil en quelques traits. J'avais chaud dans cette pièce étouffante. J'avais envie de rire, de me moquer de lui, mais j'étais rivée à mon siège, comme s'il sculptait dans mon ventre. J'avais envie de lui dire, Monsieur Rodin, mettez votre main là, sur le bas de mon ventre. Il l'a appelée Aurore. On peut savoir pourquoi tu me racontes tout ça? Je l'ai vu, ton Rodin. Hideux, affreux, parfait pour jouer le rôle du gros Falstaff. Toi, tu as 20 ans. N'oublie pas. Allez, petit poulet sans crête. Viens. On va la voir. Cette Madame Adam, elle reçoit Mallarmé. Debussy. Et peut-être même ce fameux Rimbaud. Tu y es allée? Où ça? À son atelier? Tu sais, j'ai suffisamment de talent pour travailler toute seule. Qu'est-ce que tu vas apprendre chez ce vieux barbu, là? C'est un renoncement. Mais tu sais quoi? Oui, je vais y aller. Je vais y aller dès la semaine prochaine. Espèce de gringalet. Et toi, pour tes concerts, tu peux attendre.
Tu trouveras quelqu'un d'autre, moi je n'ai plus le temps. Espèce de malotru. Oui, je vais aller avec lui. On va travailler ensemble. On va créer les portes de l'enfer.
C'est pour ça, Paul? Je suis maître du silence. C'est pour ça que tu n'es jamais revenu me voir? Le sein en pierre sur la terrasse. Le piéton par la grande route dans les bois nains. L'enfant abandonné sur la jetée, parti en haute mer. Tu es venu me voir à la fin du mois de mai. Je t'ai fait promettre de t'occuper de moi, de ne pas m'abandonner. Comment se fait-il que depuis, je n'ai pas eu une visite de toi? Pas une lettre? Crois-tu que ce soit amusant d'attendre? Dans des semaines, des mois, des années, sans aucune nouvelle, sans aucun espoir. D'où vient pareille férocité? Et maintenant, voici l'horreur. On a affublé mon frère d'une famille de Rastal et dénommé Welsh. Ils le tiennent entre ses griffes et ne sont pas prêts de s'en défaire. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu m'aimes encore. Où vas-tu que tu ne m'emmènes avec toi? Qu'y a-t-il en toi que je n'ai pu absorber, aspirer, qui ne m'est rempli de feu, de larmes et de désespoir? Regarde-moi, tourne ton visage vers moi. Vois ma douleur. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que tu ne m'aimes plus. Mais réponds donc, pourquoi tu ne me réponds pas? Dis-moi que tu m'aimes encore. Je ne comprends pas l'amitié que j'ai pour toi. Ne t'éloigne pas de moi. J'espère que tu n'as rien voulu. Regarde-moi. Souviens-toi. On m'a fait passer par la fenêtre. C'est un enlèvement. Cela remonte à 300 ans. Ou avant le déluge. Tu me fuis, mais tu es là, entre mes mains, dans mon cœur. Tu n'es plus là? Je vais te recréer. Travailler. Travailler. Derrière tes yeux qui me regardent, la grande flamme noire de l'âme qui brûle de toutes parts, comme une cité dévorée. Ce ne sont point tes yeux, Camille. C'est toi tout entière qui es une étoile pour moi. Par quelle route longue, pénible, distants encore, que ne cessant de peser l'un sur l'autre, allons-nous mener nos âmes en travail? Souviens-toi. Souviens-toi du cygne et le mien. Ce ne sont pas de 20 cheveux dans la tempête. Mon cœur se fond de te voir. La mer change de couleur, comme les yeux d'une femme que l'on saisit entre ses bras. Donne-moi tes mains. Tu t'es plongé dans la mer ce matin. Tu voulais aller jusqu'au fond, mais ce n'est pas cette eau salée-là qui te purifiera, mais celle qui sort de tes yeux. Donne-moi tes deux mains. Et où as-tu arraché, sinon aux filières même du soleil, d'un tour de ton cou, ce grand lambeau jaune de tes cheveux, qui ont la matière d'un talon d'or? Tu es comme la mer verte au matin, pareil à un grand acacia en fleurs, et comme un pan dans le paradis. Oh, main droite. Tu es belle comme le jeune Apollon, tu es claire comme le soleil levant. Oh, main gauche. Je te tenais dans la nuit, et le cœur plein de joie. Je comptais tes doigts l'un par l'autre. Oh, main. Pourquoi
atelier. Ça riait, ça cactait. Les autres, les voir. Madame le sculpteur. Pour l'avenir, à partir d'aujourd'hui, 12 octobre 1886, je ne tiendrai pour mon élève que mademoiselle Camille Claudel, et je la protégerai par tous les moyens qui sont à ma disposition, par mes amis qui seront les siens et surtout par mes amis influents. Après l'exposition du mois de mai, nous partons pour l'Italie et y restons au moins 6 mois, commencement d'une liaison indissoluble, après laquelle mademoiselle Camille sera ma femme. Me féroce amie, pourquoi ne m'as-tu pas rejoint à l'atelier? Où vas-tu, Camille? Malgré tout, malgré la folie que je sens monter en moi et qui sera ton œuvre si cela continue. Pourquoi ne me crois-tu pas? J'abandonne mon salon, la sculpture. Si seulement je pouvais aller n'importe où, un pays où j'oublierais. Mais il n'y en a pas. Je lui ai montré où elle trouverait de l'or. Mais l'or qu'elle trouve est en elle. Te croire. Comment pourrais-je te croire? J'ai encore sa voix à elle dans l'oreille. Alors, monsieur Rodin, toujours en cavale? Faudrait vous dépêcher de me faire. Sinon, je vais finir comme l'autre, là, votre vieille, toute moche, toute ridée. Et toi, tu ris. Tu éclates de rire quand elle se déshabille. Mais moi, ta vieille, je la trouve belle. La vie est belle partout, c'est toi qui me l'as dit. Il suffit de regarder, d'aimer. Et tu éclates de rire quand elle se déshabille, tu flattes sa croupe. Comment tu peux changer aussi vite? Non, monsieur. Ce sont des heures de travail. Des heures de questionnement. Des heures où ma vie a brûlé. J'étais seule avec ma statue. Pendant que vous riez, vous buviez, vous vous bafouiez de la vie. Et ma vie, que j'ai laissé couler tout au fond. C'est mon sang qui s'est enfoui dans cette glaise. Ma Sakuntala. Mon temps de vie. Mon œuvre à moi. Je travaille à présent à 2 sculptures, plus grandes que nature. Un homme et une femme. La Sakuntala. Une légende indienne. Les retrouvailles de 2 amants que la vie a injustement séparés. J'ai 2 modèles par jour. Un homme le matin et une femme l'après-midi. Je travaille de 7h du matin à 7h du soir. Quand je rentre chez moi, je ne tiens pas sur mes jambes. Je vais me coucher aussitôt. Je reviens de l'exposition. J'ai constaté avec douleur l'état de ma pauvre statue. Perpétuellement exposée au froid, à la pluie, au vent, au gel. J'ai bien peur qu'en sortant de là, on me soit complètement détérioré. Mais pouvant continuer la sculpture, sans aucune avance, ni espoir de gagner de l'argent, j'ai donné congé à mon atelier pour 2 mois. S'il était en votre pouvoir de me faire acheter quelque chose, vous me rendriez le plus grand des services. Je dois 2 mois de loyer. Je ne sais pas vers qui me tourner.
mes parents refusant de m'aider. Mais c'est qu'il paraît qu'elle ne sortait plus qu'à la tombée de la nuit, pour aller chercher de la nourriture que les gens déposaient aux fenêtres pour elle. Un reste de viande, une soupe, un morceau de fromage. Je ne vous demande qu'une chose. C'est de me faire acheter une quelconque œuvre d'art par quelconque de vos amis. Je vous rappelle que si je vous ai laissé ma statue à si bas prix, c'est que j'ai vraiment besoin d'argent. Oh, je serais heureuse. Si vous pouviez me faire une avance sur la petite statue en bronze que vous m'avez commandée. Je vais partir samedi voir mon père qui est malade. Je rentrerai samedi prochain de Fèvres en Tardenois. N'oubliez pas votre promesse. Venir voir ma grande statue. Il paraît même qu'elle mangeait avec ses chats. Je vous en prie. N'importe quoi, un quelconque objet d'art. Sinon, je devrais laisser partir mes ouvriers quand ils attendent et ils ne travaillent plus. Oh, je vous recommande ma tête de brigand. C'est un bronze admirable avec cheveux tout ajourés. J'ai recommandé au marchand de le laisser pour 600, c'est rien. Mais j'ai vraiment besoin d'argent pour ma grande statue. Elle est méfiante, égarée, sale, elle ne se lave même plus. Mon père est malade, souffrant, nerveux. Je suis revenue avec une drôle d'impression. Elle se barricade dans l'obscurité. Il n'y a plus d'air là-dedans. Vraiment, si vous ne pouvez rien pour moi, tâchez de me faire vendre quelque chose. Je dois un mois de loyer. Sinon, je verrai débarquer chez moi mon huissier ordinaire. Il se saisira de moi avec son amabilité ordinaire. Ce sont si mauvais dans ce taudis, ça empeste la rue. J'ai besoin de 59 francs 95 pour samedi prochain. Sinon, l'artiste qui passe son temps à créer des choses aussi curieuses qu'inutiles sera obligé de recourir à des procédés détestables. Ne demeure pas avec nous. Vraiment, une décoration de cheminée de plus ou de moins, ça ne vous engage à rien. Il ne faut pas que tu restes avec nous. Tu as jeté la honte sur notre nom. Veux-tu savoir ce que notre père pensait de toi? Veux-tu le savoir? Depuis le commencement, personne n'a voulu s'occuper d'elle. Il y a bel âge que j'aurais voulu que ta mère allait la voir, vérifier son mobilier, son trousseau. Car pour moi, il n'y a pas moyen de me faire entendre de Camille sans soulever des scènes écœurantes. Trouver un modèle, le payer, acheter de la terre. Enfin, de Galerie Lafayette, nous lui avons fait parvenir il y a peu de temps toute la lingerie nécessaire, literie, linge de corps, enfin, je ne veux pas entrer dans d'autres détails. Faire une ébauche, faire cuire la terre, la recouvrir de linge mouillé. Nous lui payons son loyer, ses contributions, ses menus traites chez le boucher. Nous lui envoyons de temps en temps quelques menues sommes, demandées ou non par lettres non affranchies. Agrandir l'ébauche, en plâtre trop fragile, en bronze trop cher. Retenir le fondeur. Comme j'aurais voulu que Camille vienne nous voir de temps en temps. Mais ta mère ne veut pas entendre parler de ça. Je me demande si ce ne serait pas le seul moyen de calmer, sinon de guérir cette folle enragée. Mon cher Charles, tu m'apprends la mort de papa. Première nouvelle. Personne ne m'en a rien dit. Quand cela est-il arrivé? Tâche de savoir, de me donner des détails. Mon pauvre papa ne m'aura jamais vu tel que je suis réellement. Je te perds, Camille. Tu ne cesses d'aller à ta perte. On lui a toujours fait croire que j'étais une créature odieuse, ingrate, méchante. C'est étrange que papa soit mort. Je devais vivre 100 ans. Il y a quelque chose là-dessous. Je demande l'internement de ma sœur. Je suis venue tout à l'heure. Je suis venue en automobile. C'est un enlèvement.
l'achèvera. La guerre vous force à la transporter à Montvergue. Si vous pouviez quelque chose pour moi. Je suis surveillée. De jour et de nuit, comme une criminelle. Je ne sais si cette lettre vous parviendra. Tu as jeté Ma mère et ma sœur ont donné l'ordre de me séquestrer de la façon la plus totale. Nulle lettre ne parvient. Nulle visite ne pénètre. L'intérêt du malade. Je suis incarcérée depuis 5 ans et demi, comme une criminelle, privée de feu, de nourriture, des commodités les plus élémentaires. Nous avons eu un hiver terrible, 6 mois de Mistral, sans arrêter. L'océan glacial n'est rien à côté de cela. J'ai entre les mains une lettre que j'envoie à ma fille. C'est une réponse à la sienne, dans laquelle elle nous accusait d'un tas de choses auxquelles nous sommes totalement innocents. C'est pourquoi ma lettre est si sévère. Tu peux dire à maman que si c'est qu'elle a peur que je réclame mes biens de Villeneuve, je n'ai pas cette intention-là. Je préférerais faire une donation à Jacques et passer le reste de ma vie tranquille. Je vous Villeneuve. prie de bien vouloir m'excuser, de passer par votre entremise, afin de faire parvenir à ma fille une lettre en réponse à la sienne, dans laquelle elle me demandait instamment de la reprendre, afin de vivre avec moi. Cela n'est pas possible. Je suis très âgée et ne veux à aucun prix accéder à sa demande. Je vous ai demandé plusieurs fois de voir une personne de ma famille. Je suis ensevelie depuis plus de 6 mois dans le désespoir le plus profond. J'ai absolument besoin de voir une personne amie. Et pendant ce temps-là, on a pris mes affaires, mon atelier. J'ai entre les mains la dernière lettre, Camille. Et je n'ose imaginer que tu puisses écrire de pareilles horreurs à ta mère. Comment oses-tu m'accuser d'avoir empoisonné ton père? Tu savais tout aussi bien que moi qu'il avait près de 90 ans lorsqu'il nous a quittés, et que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour vous le garder en vie le plus longtemps possible. Il a suffisamment souffert lui aussi, lorsqu'il a appris la vérité sur tes relations avec Rodin. L'ignoble comédie que tu nous as jouée. Et toi, qui faisais la sucrée, tu vivais avec lui, en femme entretenue. Ta lettre n'est qu'un ramassis de calomnies, toutes plus odieuses les unes que les autres. Ne me dis pas si la maison Félix Potin t'a bien expédié le café, les biscuits à la cuillère que tu avais demandé. Naturellement, ça ne compte pas. Dieu seul sait ce que j'aurais subi par mes enfants. Chère Madame Claudel, je vous ai écrit plusieurs fois sans obtenir de réponse. Je pense qu'il en sera de même cette fois-ci. Mais je prends le risque. Ce n'est plus la peine de vous déplacer pour me faire procurer de l'argent. Je connais des personnes qui s'en chargeront très bien. Vous savez, les personnes qui ont pris mon atelier, mes sculptures, mes esquisses. Elles sont tellement heureuses de ce qu'elles ont trouvé chez moi qu'elles sont prêtes à donner à l'artiste qui leur a donné une si belle récolte. Une rente toute trouvée. Au plaisir de vous revoir. J'ai entre les mains une lettre de ma fille que je crois devoir vous communiquer. J'ai été très étonnée qu'elle puisse la faire passer par la poste. Si elle a l'habitude d'écrire ainsi à qui elle veut, elle va continuer à le faire à toutes ses connaissances et Dieu sait ce qu'elle est capable de dire. Je vous prie de ne la laisser visiter par aucune personne et de ne pas donner de ses nouvelles. Je joins à la vôtre une lettre non cachetée afin que vous puissiez en prendre connaissance. Je vous prie de bien vouloir la cacheter après l'avoir lue. As-tu des nouvelles de Paul? Sais-tu où il se trouve?
Connaît-il ses intentions à mon égard? A-t-il l'intention de me laisser mourir dans un asile d'aliénés? Je demande de faire passer ma fille en première classe et de lui donner tout le confort possible. J'ai bien reçu toutes vos affaires. Voilà bien de l'argent dépensé pour cela. Avec le quart de cet argent, j'aurais pu vivre des mois dans mon cher quai Bourbon. C'est mieux ainsi. Tout le quartier disait qu'il valait mieux que tu partes. Y en a-t-il pour longtemps? Ça va-t-il durer longtemps, cette plaisanterie-là? Voilà une drôle de fête de Pâques que vous me faites passer. C'est mieux ainsi. Tu es bien dur de me refuser un asile à Villeneuve. Si je n'avais que la chambre de la mère Bernier, la cuisine, je ne ferais pas le scandale que tu crois. Je ne ferai absolument rien de répréhensible. Tous les médecins que j'ai consultés, tous, sans aucune exception, m'ont dit qu'elle n'était pas guérie et qu'elle reviendrait exactement comme elle était à son entrée à Villévrard. Rien ne peut donner l'idée d'effroi de Montevergue. C'est étrange que vous disposiez de moi sans me demander mon avis. Vous n'êtes jamais venu me voir. Et vous savez mieux que moi ce qu'il me faut. C'est mieux ainsi. Il s'agit de tenir en respect toutes sortes de créatures, criardes, énervées, menaçantes. Ce sont des personnes dont la famille s'est débarrassée tellement elles sont désagréables et nuisibles. Et cela crie, hurle, chante du matin au soir et du soir au matin à tue-tête. Après 14 ans d'une vie pareille, je réclame la liberté à haut cri. Ce n'est pas un endroit pour moi. Je ne veux pas cet endroit-là. Je ne demande qu'une chose, c'est de retourner à Villeneuve, non plus bouger. Ce qui me dérange dans cette circonstance, c'est l'influence des personnes étrangères qui se sont emparées de mon atelier et vous empêchent de venir me voir, maman. J'ai honte de ma fille. Ces scènes obscènes, ces nus écœurants. J'ai bien reçu ton colis. Le café est délicieux. Le vin est délicieux. Tout le reste aussi, c'est arrivé en parfait état. Je revis, maman, quand je reçois tes colis. Ça me change de toutes ces saletés. Des maisons d'aliénés. Enfermé, sale, des bruits de marteau, une traînée. J'ai tardé à t'écrire, car pour écrire, il faut aller dans la pièce commune. Il y a un vacarme de tous les diables, et là, j'ai tellement froid que je ne puis tenir debout. Dans ma chambre, j'ai l'onglet. Ma main tremble et ne peut tenir la plume. Ces nerfs malades, vulgaires. Elle est vulgaire. J'ai reçu ton chapeau, il va bien. Le manteau, il fait l'affaire. Tout le reste aussi. Donne-moi tes nouvelles. Dis-moi si tu n'as pas souffert de la grippe. J'ai demandé que tu communiques le moins possible avec nous. Je pense à toi tous les jours, maman. Depuis que vous avez pris la décision de m'envoyer dans un asile d'aliénés. Je repense au beau portrait que j'avais fait de toi dans notre beau jardin. Les yeux immenses cachaient une douleur secrète. La résignation qui régnait sur tout le visage. Les mains croisées sur les genoux. Tout disait l'abnégation, l'humilité, le sentiment du devoir, poussé à l'extrême. C'était toi, ma pauvre maman. C'était toi. Je suis tellement désolée de devoir continuer à vivre ici que je ne suis plus une créature humaine. Je ne supporte pas le cri de ces créatures. Dieu, je voudrais être à Villeneuve. C'est mieux ainsi.
pour finir grand numéro d'une maison de santé. Un homme et une femme qu'une même sculpture enlace. Un instant d'éternité, à jamais partagé, élargi, démultiplié. Monsieur Rodin, je vous aime à la folie. Monsieur Rodin, je suis la princesse de la folie Neubourg. Rodin, que fais-tu là-bas? Ne sens-tu pas ton enfant qui se forme? Il aura ton rire fauve, un sourire à vous faire sauter l'âme. On n'abandonne pas ainsi une sculpture qui se forme. Monsieur Rodin, venez vite, je vous en supplie. J'entends ta voix dans mes entrailles, comme un cri qui ne peut être souffert. Souviens-toi du signe. La mort m'étrangle de ses douces mains nerveuses. Tout est fini. La nuit efface le nom. J'ai perdu tant d'heures à attendre. Rodin et sa bande sont en train de faire fortune à mes dépens et cependant, ils continuent de me couvrir de calomnies et d'insultes. Ah, ma divine amie, vous serez heureuse. Prenez patience. Tout se paye ici. Rodin est en train de convaincre ma famille de me faire interner dans un asile d'aliénés. Par ce procédé expéditif, ce gredin espère mettre la main sur le travail de toute une vie. Ma souveraine amie, ma très chère amie, que vous avez été bonne, que votre intelligence me plaît. Pas de copie dans votre âme que je sens si belle. De quelle douleur je suis marquée et combien grande a été mon erreur. Mais je sentais qu'en vous voyant, il y avait une fatalité que je ne pouvais fuir. Toutes mes camarades d'atelier ont eu de belles commandes d'État. Moi seule, n'ai rien pu avoir. Que voulez-vous que je fasse avec un ennemi de cette taille, sans aucun appui? Pourquoi ne me crois-tu pas? J'abandonne mon salon, la sculpture. Si seulement je pouvais aller n'importe où, un pays où j'oublierais. Mais il n'y en a pas. En un seul instant, j'ai senti ta terrible puissance. Et pitié, méchante, je n'en puis plus. Je ne puis plus tenir un jour sans te voir. Rodin m'a fait refuser le groupe de l'âge mûr. Vous avez le don de régner sur tout le monde. Je vous envoie mes respectueuses adorations. Et Monsieur Rodin me veut réellement du bien. Il le peut. Pour toutefois prétendre que c'est grâce à son conseil et à son inspiration que je dois la réussite des œuvres pour laquelle j'ai si péniblement travaillé. Mon ami, votre lettre a ajouté à mes peines. Je vois que vous avez contre vous les difficultés de la vie, de votre imagination un peu. Tant que l'on n'est pas complètement sûr du changement, il faut rester fidèle à ses amis. Et dans la ville, il y en a, si vous les méconnaissez. Vous n'avez plus de soutien. Surtout, ne perdez pas vos amis par des goûts capricieux. Ma sœur Louise est en train de mettre la main sur l'argent de toute la famille, avec l'appui de son ami Rodin. J'aimerais que vous vouliez bien inviter mon élève,
Camille Claudel, qui a du talent et qui a un groupe à l'exposition qui a fait sensation il y a 2 ans. Camille, votre avenir est si beau. Ne vous perdez pas dans d'inexplicables contrariétés. Ne négligez rien ni personne, ni le moindre ouvrier, ni le moindre serviteur. Car tous ces détails deviennent des instruments de torture pour quelqu'un de déjà fatigué, qui a pris comme vous la lutte avec l'ange terrible qui garde ce misérable monde contre des génies tels que vous. Une seule, patience. Rodin voudrait absolument que je sois parfaitement bien avec lui aux yeux du monde. Et me traîner aplati devant son adorable personne. Je n'ai rien répondu du tout. Il est dans une fureur bleue. Ma féroce amie, ce soir, j'ai parcouru tous nos endroits sans te trouver. Que mon agonie est lente, et que la mort me serait douce. Malgré tout, malgré la folie que je sens monter en moi, et qui sera ton œuvre si cela continue. Le sieur Lafouine cherche à ce que je manque d'argent, Macloto. Macloto, où est-elle? Macloto, ma vieille femme, mon premier succès. On me l'a commandé, je l'ai livré. On me l'a prise? On me l'a volée? Elle a disparu. Je ne puis te convaincre, et mes raisons sont impuissantes. Ma souffrance, tu n'y crois pas. Je pleure, tu en doutes. Je ne ris plus depuis longtemps, je ne chante plus. Tout m'est insipide et indifférent. Je suis déjà mort. Je dis Lafouine cherche à me brouiller avec mon frère. Laisse-moi te voir tous les jours. Ce sera une belle action, peut-être même qu'il m'arrivera un mieux, car toi seul peux me sauver par ta générosité. Ce maudit Satan, il a une ambition sans borne. Il ne supporte aucun rival. Ne laisse pas prendre à la hideuse et lente maladie mon intelligence. L'amour si pur et ardent que j'ai pour toi, enfin, aie pitié, ma chérie, et toi-même en seras récompensée. Rodin m'a fait refuser à l'exposition universelle. Je t'embrasse les mains, mon ami, toi qui me donnes des jouissances si élevées, si ardentes. Auprès de toi, mon âme existe avec force, et dans sa fureur d'amour, ton respect est toujours au-dessus. Que ta main si douce signe ta bonté pour moi, et que quelquefois, laisse-la, que je la baise dans mes transports. Le huguenot Rodin et son amie, la dame de Massary, sont en train de convaincre ma mère de ne pas payer mon loyer. Hein? Comme ça, je serais forcée de travailler pour rien. Pour ce maudit parpaillot. C'est fini, je ne travaille plus, divinité malfaisante. Et pourtant, je t'aime avec fureur. Dès que j'ai le dos tourné, Rodin et sa bande pénètrent chez moi. Machicoulis, chaîne de sécurité, et piège derrière toutes les portes. Il a fallu que je te connaisse, et tout a pris une vie inconnue. Ma terne existence a flambé dans un feu de joie. Merci, car c'est à toi que je dois toute la part de ciel que j'ai eue dans ma vie. Quant à moi, c'est fini. Je suis malade du poison que j'ai dans le sang. C'est Rodin qui s'arrange pour me donner ma dose quotidienne. Il a conclu un accord jadis avec la dame de Massary dans les bois de Villeneuve. Il s'est engagé à me faire disparaître, à la débarrasser de moi. Et elle s'est engagée à s'emparer de toutes mes œuvres au fur et à mesure où je les faisais. Ils ont conclu leur accord de bons baisers sur la bouche. Ils se sont jurés une amitié réciproque. Rodin, si vous êtes gentil et tenez votre promesse, nous connaîtrons le paradis. Surtout, ne me trompez plus. Camille, il n'y a plus personne au monde. Personne. Personne que toi et moi. Regarde ce lieu amer. Ne sois pas triste. Regarde ce jardin maudit. Je suis triste. Je suis heureuse. Je suis perdue. Je suis clos tour. Je suis vaincue.
va-t-il durer longtemps? Plaisanterie là. Et en a-t-il encore pour longtemps? « 1913. Internement à Villévrard. Rodin est victime d'une attaque d'hémiplégie. 1915. 1917. 1918. 1920. 1922. 1923. 1925. 1927. Été 1928. Été 1929. 1930. 1931. 1933. 1935. Et après. Je lutte contre le venin avec 2 tisanes. Cela me soulage énormément. Tu devrais en faire autant. Ne prends aucun des remèdes que les médecins te prescrivent. Ne montre ma lettre à personne. Ce n'est pas la peine. Je garde un souvenir émerveillé de votre marbre de l'implorante. Il me semble vous revoir. Ses lèvres entr'ouvertes, ses narines palpitantes, cette lumière dans le regard, tout cela crie la vie dans ce qu'elle a de plus mystérieux. En réalité, je n'aurais jamais aimé que vous, Camille. J'ai pu le dire aujourd'hui. Tout le reste, ces aventures pitoyables, cette ridicule vie mondaine, moi qui au fond restais un homme du peuple, c'était l'exutoire d'une nature excessive. Moi je sais, je vous ai abandonné. Je ne cherche pas à me justifier. Vous avez trop souffert par moi. Mais je ne retire rien de ce que je viens d'écrire. Le temps remettra tout en place. C'est un rêve qui s'achève. Une larme dans un soupir. C'est le cri qu'on oublie d'une vie qui va finir.
salut. Je ne sais pas pourquoi, si peut-être qu'on manquait un petit peu de temps. Donc je tenais à remercier très très chaleureusement le Gallia, Bruno à la régie. Qui a permis que tous ces jeunes gens puissent venir nous rejoindre dans ce projet, qui a accepté ce défi un peu fou, mais je m'en suis dit, comme on parlait de Camille Claudel, ma foi c'était possible. Et voilà. Et donc merci aussi donc, à Benoît. Qui ont été vraiment fabuleux parce qu'au départ, voilà, on avait envie de les intégrer dans ce projet-là. Et puis, plus le temps se rapprochait, plus on se disait waouh! Et ils sont arrivés dimanche. Donc, les Allemands sont arrivés dimanche, ils ne se connaissaient pas. Lundi matin, ils étaient ici au Gallia. Ils ont travaillé pendant 4 heures et honnêtement, avec toute leur générosité, toute leur inventivité, toute leur patience, et je tiens à les remercier vraiment énormément parce qu'ils ont été fabuleux et qu'ils ont eu très très peu de répétitions, très très peu de temps de répétition. Et du coup, bah, ouais, ils se sont rencontrés très très vite aussi, ils ont été plongés dans le bain tout de suite et ils ont vraiment réagi magnifiquement, de façon très émouvante et très touchante. Merci à vous. Allemands, qui les ont accompagnés, qui nous ont aidés, qui ont aidé à soutenir et à faire que là aussi ça soit possible malgré le côté un peu défi quoi, du dit projet. Et merci à vous, bien sûr, merci à vous d'être venus aussi nombreux, d'avoir partagé cette aventure avec nous. Et on voudrait aussi tout le monde voudrait remercier Madame Liem de nous avoir aidés et puis pour tout ce qu'elle a fait, c'est vraiment super. Ah, mais c'était vraiment un travail d'équipe. Personne n'est plus important. Je suis désolée. Merci beaucoup.